Mardi 14 février 2023, la librairie Ombre Blanche recevait Christian Bruel, auteur et éditeur de littérature pour la jeunesse, fondateur des éditions Le Sourire qui mord entre 1975 et 1996 et des éditions Être entre 1997 et 2012. Il y présentait ce jour-là son ouvrage paru aux éditions de La Fabrique, L'aventure politique du livre jeunesse. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour rencontrer ce soir Christian Bruel. Alors ce soir, la rencontre sera animée par Françoise, qui a été libraire au rayon jeunesse d'Ombre Blanche pendant, tu me dis si je me trompe, mais presque 30 ans. Et moi-même qui travaille actuellement au rayon jeunesse. Christian, merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir pour nous parler donc de votre ouvrage L'aventure politique du livre jeunesse paru aux éditions donc La Fabrique. Alors vous êtes à la fois auteur et aussi éditeur de littérature jeunesse depuis 40 ans. Et vous êtes également formateur. Je voulais le préciser ce soir parce qu'il y a énormément d'étudiants. Vous avez écrit une cinquantaine de livres et créé 2 maisons d'édition. J'ai créé 2 maisons d'édition. Tu es 2 maisons d'édition. En 40 ans, quand même. La première maison d'édition, donc Le Sourire qui mord, de 76 à 96. Vous me dites si je ne me trompe pas. Et ensuite, les éditions Être, de 97 à 2012. Dans vos 2 maisons d'édition, vous abordez à chaque fois des sujets un peu dits... Enfin, vous publiez des livres à chaque fois dits un peu tabous sur notamment l'identité sexuelle, le genre, etc. Donc, plusieurs thèmes dont vous parlez également dans votre livre. Et on va revenir dessus tout au long de l'échange. Et donc, grâce à tous ces titres écrits et publiés, vous avez donc pu écrire ce livre-là. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire cet essai ? Bonsoir, merci d'être là, si nombreux. Le féminin l'emportant notoirement sur le masculin. Pourquoi ? Parce que... C'est-à-dire que ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il m'a semblé, et vous l'avez souligné d'entrée de jeu, il m'a semblé que tous les livres que j'ai pu publier, soit ceux que j'ai écrits, soit ceux que j'ai édités, étaient des livres qui étaient politiques. C'est bête comme chou. Hein. Et ça, je l'ai toujours revendiqué. Je n'ai pas mis mon drapeau dans ma poche de ce point de vue-là. Et effectivement, je suis formateur et ça fait maintenant 17 ans que je suis vice-président du Salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui est une grosse machine qui prend beaucoup de temps. Et il y a 2 ans, j'ai reçu un courriel des éditions de La Fabrique qui très modestement me demandait si je connaissais leur catalogue, un peu mon veneux que je connais leur catalogue, et qui me disait qu'une libraire parisienne leur avait dit que j'étais la bonne personne parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire un livre à propos d'un regard politique sur le livre de jeunesse. Je suis allé remercier cette libraire depuis que le livre est sorti. Et c'est parti comme ça. Et j'ai été emballé par le travail. Quand je serai grand, je serai éditeur de La Fabrique. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est des éditeurs comme il faudrait que tous le soient et toutes le soient. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent lire et qui laissent une liberté absolue à l'auteur qu'ils ont choisi. Parce que là, c'est une commande. Et on m'a foutu une paire royale. J'avais 1 an de retard. On était parti sur 500 000 signes. J'en ai fait 880 000. Ah oui. Je l'ai réécrit 3 fois en leur demandant de détruire les versions précédentes, mais de les détruire vraiment, hein, de ne pas les conserver. Ah, bien sûr, ils les ont conservés, les salopards. Voilà. Bien. Et c'est parti comme ça. C'est-à-dire que je pense que si cette occurrence ne s'était pas présentée, je pense que si La Fabrique n'avait pas fait cette proposition, j'aurais jamais fait un livre sur la politique et les livres de jeunesse. Parce qu'il fallait aussi trouver... c'est l'occasion qui fait le larron, mais il fallait quand même qu'il y ait une occasion. Et comme une partie de mes livres ont été repris par Thierry Magnier, les éditions Thierry Magnier, par honnêteté et par camaraderie, par amitié, je lui ai proposé d'abord, j'ai dit, écoute, La Fabrique me fait cette proposition, mais
comme tu m'as demandé 15 fois de faire un livre sur la politique des livres de jeunesse et que j'ai toujours refusé, est-ce que tu veux le faire maintenant? Il m'a dit non. Et maintenant, il regrette. Voilà. Même pas nous, on ne regrette pas. Moi, je suis très contente. C'est la première chose que je t'ai dite quand on a pris contact. Je suis vraiment très heureuse de ce livre et un peu jalouse des jeunes générations parce que quand je donnais des cours, j'aurais bien aimé pouvoir m'appuyer sur des analyses aussi documentées, foisonnantes. Il y a plein d'analyses de livres dans l'analyse. Et ouais, ça, j'ai pas compté, mais je te crois sur parole. Voilà. Et 170 autant que les livres que tu avais publiés. C'est rigolo, ça. Oui. Ah ouais, non, ça, on en parlera. En tout cas, c'est franchement un très, très bon livre. Et en plus, ce qu'il a de spécial, parce que des livres d'analyse sur la littérature jeunesse, on n'en a pas franchement manqué, mais c'est écrit de l'intérieur et par quelqu'un qui connaît, qui sait à tous les bouts de la chaîne de quoi on parle. C'est pas un regard universitaire, c'est pas un regard de béotien, c'est vraiment très très chouette. Bon, alors j'aimerais bien moi qu'on s'attarde un tout petit peu sur le titre quand même. Alors j'aurais aimé qu'on parle du mot aventure, mais je crois qu'on n'aura pas le temps, sinon on est encore là à minuit ce soir. On va évidemment parler de ce mot que tu appelles le grand méchant mot de politique. Et je vais tenter de résumer. La thèse que tu défends est que tout livre jeunesse en l'occurrence, mais là, tout livre n'a pas l'innocence qu'on lui prête. Alors, je lis page 69, comme excellent, ça. Excellent chiffre, pardon. Je lis, voilà, c'est la Saint-Valentin, mais bon, quand même. C'est pas un chiffre, c'est un nombre d'ailleurs. D'accord. Chaque offre de lecture configure du réel. Elle propose des représentations et des points de vue qui, à des niveaux divers d'intention, de conscience et d'intensité, sont empreints, je dis empreints parce que les Parisiens ils disent empreints, ça donne des fautes dans tous les livres, sont empreints des substrats affectifs, idéologiques et esthétiques de celles et ceux qui les créent, de leur univers matriciel, de leur degré d'adhésion à l'ordre des choses. Chaque offre de lecture est un objet culturel, éminemment politique et rarement considéré comme tel. C'est vachement bien écrit, hein. C'est super bien écrit. Voilà. Il faut attendre la page 69 quand même. Hein, mais plus sérieusement, on va parler de neutralité. C'est-à-dire qu'une grande partie du tissu social pense que les livres pour la jeunesse, ça doit être neutre et bienveillant. Et que ça doit être rigolo. Il faut qu'il y ait de l'humour. Et surtout, enfin, c'est même pas apolitique, ça doit être neutre et bienveillant. C'est-à-dire que laisser entendre qu'il pourrait y avoir une manière de conduire, d'aider des jeunes âmes à s'estimer et à trouver leur place au sens du déplacement du curseur dans le tissu social, c'est pas de saison. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des vieilles lunes. Et dès que vous commencez à aborder la question de l'idéologie, par exemple, idéologie, c'est devenu un gros mot. Quand j'étais plus jeune, en 68, idéologie, c'était pas un gros mot. C'était la science des idées. Il y avait des affrontements idéologiques, mais le mot idéologie n'était pas un repoussoir, n'était pas une chose qui faisait retirer les papates. C'est Machiavel qui... Je me cache derrière Machiavel. C'est Machiavel qui disait que la politique... tout n'est pas politique, mais que la politique se mêle de tout. Et on voit arriver le mot politique dans les livres de jeunesse, à chaque fois qu'il y a des élections. C'est-à-dire que c'est la politique institutionnelle qui se trouve abordée, et vous avez donc à voter. Vous avez même le président, l'ex-président Hollande a fait deux livres sur la démocratie, dont le deuxième est d'ailleurs très bien au passage. Mais c'est de la politique institutionnelle, c'est le fonctionnement de l'État, c'est le fonctionnement du Parlement, c'est la citoyenneté. En fait. Et cet horrible mot qui veut rien dire de citoyenneté. Et mais alors pour moi, tout ce qui touche au corps, par exemple, c'est profondément politique. Et en faisant le livre, et je le savais déjà un peu avant, j'ai fait par exemple une découverte. Il y a, quand vous prenez la structure familiale, par exemple, la représentation des structures familiales dans les livres de jeunesse, ça a un peu changé depuis 40 ans.
On a vu arriver quelques familles homoparentales, on a vu arriver des familles recomposées, décomposées, tout ce qu'on veut. Personne ne se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de célibataires. C'est-à-dire qu'il y a une promotion forcenée de la famille, une promotion forcenée du couple. Le jour de la Saint-Valentin, on ne peut pas dire autre chose, mais cette promotion, elle est suspecte quelque part. Et le fait qu'il n'y ait pas de célibataires laisse entendre que les célibataires, garçons ou filles, d'ailleurs hommes ou femmes, seraient des empêcheurs de se reproduire en rond, si j'ose dire. Et voilà, toutes ces choses-là m'ont toujours intéressé, et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Sur la représentation de la violence, sur, par exemple, la violence, la guerre en Ukraine. J'ai été stupéfait de voir un communiqué de Libye, qui est l'un des grands organismes internationaux qui fédèrent les bibliothèques. J'ai cru que c'était Miss France qui faisait une sortie sur la guerre, quoi. C'est-à-dire que la Miss France caricaturale, quoi. La guerre, c'est pas bien. Mais c'est vrai que quand vous prenez la représentation de la violence dans les albums, par exemple, c'est moins vrai dans les romans. Mais dans les albums, la violence, elle est absente. Et non seulement il y a une violence absente, mais alors la violence au sens militaire du terme, par exemple, mais pas que. Toutes les violences de type psychologique sont pratiquement absentes. Et les violences qu'on appelle les violences éducatives ordinaires a complètement disparu de la littérature pour l'enfance et la jeunesse. Et il a fallu attendre une période récente, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de temps que la France a accepté de mettre dans son système législatif l'interdiction des châtiments corporels familiaux et des violences psychologiques familiales. Et ce qui fait que les mômes se sont trouvés dans un écart, c'est-à-dire que les livres qu'on leur donnait ne leur parlaient pas de ce qu'ils étaient peut-être en train de vivre ou ce qu'ils savaient que d'autres vivaient à leur place. Cet écart-là, c'est l'un des grands signes du livre de jeunesse, c'est cet écart maintenu entre une réalité et ses représentations. Comment tu expliques ça ? Je ne suis pas un complotiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable. Il y a un type de rapport au monde. Bon, je reprends à zéro. Oui, parce qu'il est très agaçant. On avait prévu des questions après, nous, oui, sur la famille et la violence, mais il nous bouffe le sujet à l'avance. Donc, on reprend à zéro. Vas-y. On reprend à zéro. Les livres, et en particulier les albums, c'est ce qu'on appelle le plus souvent un iconotexte. Alors, l'iconotexte, c'est un type d'articulation entre le texte et les images, qui n'est pas redondant, enfin, qui est le moins redondant possible, même si parfois la redondance, ça fait aussi du sens. C'est pas parce qu'un livre est redondant qu'il est nul. Enfin, bon, bref, je peux tenir 2 heures là-dessus. Mais cette littérature, elle est donc traversée par des représentations graphiques, des représentations mentales qui viennent avec les images littéraires, etc. Ces représentations, elles sont capitales dans la psyché humaine. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ici, enfin, j'espère que je ne vous ferai pas de mal en disant ça, chacun d'entre nous est traversé par des représentations qui sont des représentations que l'on reçoit à travers les objets culturels, à travers la vie qu'on vit, et des représentations que l'on produit. Il y a une alchimie qui est peu connue, qui est mal connue, qu'on commence à observer un peu en imagerie numérique, mais il y a une alchimie interne qui fait que chacun se fait son miel, chacun fait sa petite tambouille avec des représentations qu'il reçoit et des représentations qu'il produit. Et c'est dans cette fragilité-là, mais en même temps c'est ça qui nous fait être des humains, entre autres, que se place... c'est comme ça qu'on vit. Bon, voilà. L'ennui, c'est que si ces représentations sont tordues, sont viciées, sont fautives, sont aléatoires, sont tout ce que vous voulez, ça produit des bizarreries. Un exemple. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, que personne en général ne connaît, ou très peu de personnes. Alors c'est un livre qui a été publié chez Christian Bourgois. Christian Bourgois est un éditeur de littérature tout court, si j'ose dire, littérature vieillesse. Et en général, moi, dès qu'il y avait un livre de Christian Bourgois qui sortait, je l'achetais. En tout cas, ça m'intéressait. Bon. Et voilà qu'il fait un livre de jeunesse. De sa vie, il n'en a jamais fait, le pauvre est mort maintenant, mais de sa vie d'éditeur, il n'avait jamais fait de livre de jeunesse. C'est le seul.
et ça s'appelle « Et moi d'où je viens ». C'est un livre adapté de l'anglais, dans lequel vous avez une image assez rare. Alors je dis ça pour ceux qui sont un peu loin. Vous avez un couple, alors c'est pas Brad Pitt et Angelina Jolie, hein. C'est deux couples, un couple de bourgeois rondouillards. Bon, ils sont tout en forme. Et alors avec le vieux système de la Renaissance qui permet de montrer et l'avant et l'arrière de l'individu avec un miroir. Bon, donc c'est des gens qui savent ce que c'est qu'une image, quoi, qui ont fait ça. Et donc vous avez ce couple qui joue avec un petit bateau flottant dans la baignoire. Bon, très bien. Et donc ce livre était vraiment une révolution parce que pour la première fois, on présentait dans un livre de jeunesse des corps qui n'étaient pas des corps canons, mais qui étaient des corps nus et qui avaient l'air d'être réjouis en plus d'être nus. Donc c'était pas une punition, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ont l'air d'être contents. Bon, je continue. Et alors, il y avait aussi une scène d'allaitement. Alors pendant très longtemps, pendant presque 30 ans, l'allaitement avait complètement disparu du livre de jeunesse. On n'en voyait plus. On voyait plus d'allaitement. Parce qu'il y avait un féminisme qui, à mon avis, était un peu maladroit, qui insistait sur le côté mammifère, je ne sais pas comment dire, et qui laissait entendre qu'il fallait pas... Enfin, voilà, bon, bref. Et donc, ça avait disparu, et ça reparaît. Depuis 3 ou 4 ans, on voit un peu plus. Il y a le livre, l'un des premiers que j'ai repéré, moi, c'était le livre de Susie Morgenstern qui s'appelle « Princess and Princess », où il y avait une maman qui donnait naissance à 2 jumelles, et par chance, elle avait 2 seins, donc ça lui permettait... Voilà, bon. Et alors, comme on est dans les années 70-75, vous avez le patchwork. Voilà. Et vous allez avoir... Alors, bon, là, je deviens hyper sérieux. Vous allez avoir une scène de lit comme j'en ai jamais vu dans un livre de jeunesse. Alors, pour ceux qui débutent, c'est la position dite du missionnaire. C'est très classique. Il ne faut pas non plus... Bon, c'est pas le Kama Sutra. Mais, ce qui est intéressant, c'est le texte. Alors, le monsieur a très envie d'être le plus près possible de la dame parce qu'il est très amoureux d'elle. D'elle, on ne saura pas très bien si elle est amoureuse, mais enfin, on pense que oui, parce qu'il y a plein de petits cœurs. Et la meilleure façon pour lui qu'il y a d'être très près, c'est de s'allonger sur elle et de glisser son pénis au-dedans d'elle dans son vagin. C'est dit, et c'est rare. Ouais. 2 personnes ne peuvent pas être plus près que ça. Donc voilà un livre qui démarre avec un côté un peu comme ça, un peu vigoureux, si j'ose dire, et un petit peu olé olé. Mais image suivante, une petite fille qui saute à la corde avec un chien. Qu'est-ce que ça vient foutre dans cette affaire? Alors on lit le texte. Le monsieur pousse son pénis de bas en haut. Ah bon, c'est un peu long, hein, mais on voit à peu près comment ça marche. Mais c'est la première fois qu'on parle du plaisir dans un livre de jeunesse, à ma connaissance, en français. Alors on parle du plaisir en disant c'est comme de gratter une démangeaison, mais c'est bien meilleur. Ça commence doucement, ça devient de plus en plus rapide, et en même temps, ça chatouille de plus en plus fort. Moi, je me suis battu dans un préau d'école avec des parents là, sur un livre comme ça. Il y a des parents qui disaient « je ne paye pas des impôts pour qu'on montre ça à ma fille ». Bon. Pourquoi est-ce que la chatouille s'arrête? Donc, pourquoi est-ce que le plaisir s'arrête? Alors, c'est souligné. Hein. Pourquoi est-ce que la chatouille s'arrête? Arrivé à ce point, tu peux te poser la question, puisque c'est si bon, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas tout le temps? Il y a cela 2 raisons. C'est extrêmement pédagogique. La première, c'est que c'est très fatigant. Aborder le plaisir pour la première fois dans un livre de jeunesse en disant que ça peut être fatigant et que c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas tout le temps, moi, je signe. Plus fatigant encore que de jouer au football ou de sauter à la corde. Voilà. Donc, c'était pas tout s'explique. Il faut lire le texte. C'est pas du tout un livre sur la zoophilie, c'est un truc complètement... Ça a beau être bon, on ne peut pas faire ça toute la journée. Deuxième raison, et c'est là que le livre devient pourri, idéologiquement. La seconde, c'est que quelque chose de vraiment merveilleux se produit qui met fin à la chatouille, et au même moment, le bébé commence à se fabriquer. Dommage. Raté. Dommage. Essaye encore, comme on disait quand j'étais petit sur les flippers. Donc, voilà. Ça veut dire que l'idéologie, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez un dispositif un peu contraignant. On considère, une grande partie du tissu social considère qu'il ne fallait pas, surtout dans les années 75, il ne fallait pas aller au contact des enfants avec un discours sur la sexualité. Des adultes. Après, je parlerai de la sexualité des enfants. Donc, on avait cette chape de plomb, d'une certaine manière. Voilà un livre qui vient soulever un petit peu la dalle et qui retombe lourdement dans quelques travers, en particulier. Il n'y a rien sur la contraception, il n'y a rien sur tout ce qui est un peu prophylactique, il n'y a rien sur le consentement et le désir. Et la reproduction n'est pas... Enfin, chacun fait comme il veut, mais il n'est pas sûr que la reproduction soit la seule
raison pour laquelle on a des activités sexuelles. Peut-être même, moi j'ai eu pas mal dans ma vie peut-être, j'espère que je ne me suis pas reproduit à chaque fois. Vous voyez, je dis ça pour rigoler, mais ça c'est pour les plus grands, ben, j'en ai un pour les petits. Ça va, je tiens pas le crachoir, vous me diriez. Tout va bien. Un livre qui s'appelle, voilà, Titou et Miquette, oui, c'est celui-là. Titou et Miquette. Même punition, même motif que celui que je viens de vous montrer pour les un peu plus grands. Ça, c'est pour les un peu plus petits. C'est chez Dupuis. Dupuis, qui n'était pas du tout un spécialiste de l'album jeunesse, il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et dans une collection, alors c'est ce que j'appelle des livres compte toilette. Titou au bain, Titou s'habille, Titou construit sa maison. Mais j'achète jamais un livre comme ça, jamais de ma vie. Bon. Titou se déguise. Et Titou et Miquette, c'est le dernier. Bon, Miquette, ça rime avec quoi? Je ne sais pas. Alors, Titou et Miquette, c'est gros bien. Et c'est là qu'on voit que l'idéologie se glisse absolument partout. Le livre dit « Titou s'ennuie, il est fatigué de jouer tout seul, que faire ?» se demande-t-il. Quand Titou se sent très seul, il va trouver Miquette. Super. Tu te fais chier, tu vas voir les filles. Miquette... Non mais c'est extraordinaire quand même. Moi je me réjouis. Moi j'adore la littérature pour l'enfance et la jeunesse. C'est un bonheur. Il faut partager ces livres-là avec les mômes. Absolument. Hein. Moi je pense qu'on va rendre les enfants conscients de leur type de rapport à la lecture quand ils rencontrent de très mauvais livres et qu'ils rencontrent des adultes qui leur expliquent non pas pourquoi le livre est mauvais, mais pourquoi eux ne l'aiment pas. Voilà. Titou se sent très seul, donc là il va trouver Miquette. Et alors ça c'est un livre classique des années 70-80. On se compare. Garçons et filles, pour voir si on est pareil. Au début, on est à peu près pareil, semble-t-il. On a un certain nombre de doigts et d'oreilles, etc. Parfait. Bon. Et puis, le mâle décide de construire une tente, parce que c'est un mâle. Bon. Et elle, bonne pomme, elle vient avec du matos, parce qu'il faut meubler. Et puis, par chance, il commence à pleuvoir. Et alors, le texte est absolument nul. Tiens, voilà qu'il pleut. Heureusement que la tente est prête. Et d'un coup, c'est Marguerite Duras. Il fait si intime. Il fait si intime sous la tente lorsqu'il pleut. Il fait chaud sous la tente. Titou et Miquette ôtent leur tricot. Ils sont toujours pareils. Hein. Miquette, comme Titou, tiens, Miquette est passée en tête. Miquette, comme Titou, a 2 mamelons et un nombril. Parfait. Alors les images sont contestables, bon, mais voilà. Mais par contre, elles sont légitimantes, parce que le soleil vient de chasser la pluie, il fait de plus en plus chaud. Titou et Miquette enlèvent leurs shorts. Je voudrais que vous montriez un livre de jeunesse produit depuis 10 ans, dans lequel des jeunes enfants, ensemble, se déshabillent. N'existe pas. Que c'est gai de bondir dans l'herbe quand le soleil est si chaud. Le texte est quelque chose. Et regardez, donc on interroge le lecteur, c'est pas inintéressant, c'est une mise en exemple. Bon. À présent, Titou n'est plus tout à fait pareil à Miquette. Et c'est là que le poteau rose est révélé. On voit Titou qui fait pipi et Miquette également. Et le texte dit « Titou a un petit robinet pour faire pipi, Miquette a une petite fente. » Et ellipse. On voit, mais on ne dit pas. On a une sorte d'élégance qui fait qu'on ne va pas quand même s'intéresser aux filles qui pissent. Titou et Miquette ne sont pas tout à fait pareils, et c'est là que ça dégénère. Parce que Titou, parce que Titou sera papa quand il sera grand, et que Miquette deviendra maman. Et voilà. C'est-à-dire que patatras. Le corps sexué n'est intéressant que s'il est immédiatement rabattu sur la reproduction. Même pas sur la sexualité, sur la reproduction. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se reproduise. Ceci étant, alors après ils vont avoir des enfants, rassurez-vous, c'est des poupées, des nounours et des saloperies qu'ils ont. Hein, et à la fin, donc quand ils ont essayé d'être des parents, et qu'ils ont plutôt réussi, semble-t-il, désormais Papa Titou et Maman Miquette vivront sous la tente avec leur bébé, quelle joie. Et ils sont toujours à poil. J'adore ce livre-là, parce que il apparaît comme étant relativement déluré par rapport à l'époque. Excusez-moi, il m'est passé une image, c'est... Oui, je crains le pire. Je ne sais pas si je vais oser. Si, c'est... comment s'appelait ce président de la République, ce président des États-Unis qui avait des problèmes avec Monica Lewinsky? Bill Clinton. Il y avait une couverture de New Yorker où il y avait 3 micros comme ça qui étaient brandis, mais qui étaient brandis en direction.
Moi, je voudrais juste faire le lien par rapport à Titou et Miquette et moi, d'où je viens, avec Les Chatouilles, le livre que vous avez écrit. Il n'y a pas de texte. Un petit peu quand même. Oui, le titre. Qui parle justement de la notion de plaisir chez les enfants. Oui. Qu'on ne parle pas, c'est-à-dire que c'est un livre tout en images. Ouais. Je refuse qu'on dise que c'est des livres sans texte, parce que ce n'est pas des livres auxquels il manque quelque chose. Donc c'est des livres tout en images. Et dans le seul livre tout en images qu'on a fait en 1980, avec Anne Bozelec, vous avez une petite fille qui suit le chat, initiateur satanique par excellence, et qui va aller jusque dans la chambre d'un petit garçon qui est endormi. Et la gamine, elle a ce qu'on appelle une tête à la connerie. C'est-à-dire que, vous voyez, chez les enfants, la tête à la connerie, c'est qu'est-ce que je viens pouvoir faire ? Et elle va sortir une plume de l'édredon et elle va commencer une partie de chatouille avec ce garçon, lequel finira par se laisser entraîner dans la partie de chatouille, de même que le nounours et le chat, de même que les avions qui sortent de la lampe de chevet, et de même que des souris qui vont aller bouffer du fromage, etc. Donc il semblerait que ce ne soit pas exactement de la réalité. Et ce livre-là continue aujourd'hui. Il a été, je crois que j'en ai vendu 7 éditions au Sourire qui mord. Il existe dans une dizaine de langues. Un livre facile à traduire. Et, mais je dis ça, mais essayez de vendre un livre comme ça à des Américains, vous allez voir, c'est épouvantable. Il n'en est pas question. Il a fait polémique. Il a fait polémique et il continue, puisqu'actuellement on est en procès avec une idiote oui. Une idiote lyonnaise qui a créé une pétition pour faire interdire ce livre. 40 ans après sa première édition. Maintenant, il est publié chez Thierry Magnier. Voilà. Thierry Magnier qui a repris donc, un certain nombre de nos... Non, ça veut dire que le corps des enfants, c'est pas remboursé par la Sécu. Le corps des enfants, il ne doit pas être montré. Si vous montrez le corps des enfants, c'est tout de suite du voyeurisme, ça renvoie à de la pédophilie, ça renvoie à de l'inceste, et c'est ce qu'elle a développé comme idée, quoi. Et elle a même dit que c'était une apologie du viol. Elle est cinglée, quoi. Si vous connaissez le livre, si vous le regardez, trouver une apologie du viol dans ce livre-là, il faut être quand même sacrément folle, quoi. Et ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une période d'émancipation de ce point de vue-là, c'est le moins qu'on puisse dire. On est plutôt en régression au niveau idéologique. Donc, ce n'est pas les livres qui changent le monde. On en parlera tout à l'heure, ouais, effectivement. Et, tu voulais poser tes questions ou je continue avec les miennes ? Non, l'une des questions, la première, c'est celle que j'ai... Dans quelle mesure les jeunes existences peuvent-elles compter sur la lecture de l'offre imprimée qui leur est destinée pour développer à leur rythme de l'estime personnelle, un mieux-être immédiat, une jouissance esthétique et ludique, une intelligence sensible, sociale et politique du proche et du lointain? Comment est-ce que actuellement les enfants, les jeunes, les mineurs, peuvent-ils compter sur l'offre littéraire, l'offre qui leur est faite pour s'estimer et pour prendre leur place, s'estimer au double sens du terme, c'est-à-dire avoir de l'estime, une auto-évaluation, un narcissisme de bonne qualité, et savoir aussi où ils sont dans le tissu social et quelle est leur place et comment ils peuvent acquérir des statuts, un statut, des statuts, et comment dire ça autrement ? Paul Valéry a écrit « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». J'adore cette phrase qui a été reprise depuis par Bernard Latour sur une forme un petit peu différente en disant que... enfin bon, il a paraphrasé Paul Valéry sans le citer, ce qui n'est pas bien. Comme vous le savez sans doute, l'avenir n'est pas désirable actuellement. Et en même temps, on continue d'élever les enfants, de les éduquer, de les enseigner, ce qui n'est pas la même chose, hors sol. Hors sol, c'est-à-dire sans lien avec le corps social, sans lien et en les mettant à l'abri, croit-on, de tout ce qui peut, alors de tout ce qui est le plaisir, etc., blablabla, la sexualité, ou en tout cas transformée sous la forme de la reproduction et de l'apologie de la famille et de l'hétérosexualité et de tout ce que vous voulez, et puis en les mettant complètement ailleurs,
par rapport à la violence, par rapport à l'économie, par rapport au rapport de production, par rapport à tout ce qui fait le sel de l'existence ou la nécessité d'exister, eh bien les enfants et les jeunes en sont exclus jusqu'à l'âge magique de 18 ans où d'un coup, allez savoir comment, ils vont voter correctement. Avec quels matériaux se sont-ils construits ? C'est-à-dire que malgré tous les efforts, on a la chance quand même en France d'avoir une édition qui n'est pas totalement neuneux. C'est même l'une des meilleures du monde. Mais malgré tous ces efforts faits depuis une cinquantaine d'années, malgré l'engagement quand même des bibliothécaires, des libraires, des animateurs de tout poil, et on y reviendra peut-être si on a le temps, l'engagement variable dans le temps et dans l'intensité de l'institution de l'éducation nationale, je ne parle pas des enseignants sur le terrain, malgré tout ça, il y a encore un décalage entre le réel et ce qui est montré aux enfants. Et on peut se demander pourquoi ce décalage ne tombe pas. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure d'une autre manière, je sais bien, mais quand même, il y a eu un effort de pédagogie qui a été fait, il y a eu c'est aussi un sujet que j'aurais aimé aborder, c'est des créations artistiques qui sortent du cadre, enfin, qui invitent les lectrices, lecteurs de tous âges et de tout poil, si je puis dire, à sortir du quotidien, ou si on part du quotidien, à le transcender, à le sublimer, à le rêver autrement. On en parlera aussi. Comment ça se fait que quand même, malgré tout, on tourne en rond ? Parce qu'on est dans le monde tel qu'il est ? Parce que la littérature ne peut pas être absente du monde tel qu'il est ? C'est une question. Vous avez combien de temps ? Je pense que les adultes, c'est ma troisième question. Conscient du caractère socialement hors sol de l'enseignement le plus fréquent et le plus fréquenté, et doutant de la neutralité d'une culture dite partagée quand le capital ne l'est pas, combien d'adultes font-ils en sorte que les jeunes se mêlent de ce qui les détermine ? C'est-à-dire que c'est la même chose que la volonté de sortir d'une éducation hors sol. C'est que comment est-ce qu'on peut espérer changer l'avenir immédiat si on n'associe pas les moutards et les jeunes directement dans des pratiques sociales, etc. C'est-à-dire que moi je crois qu'il faut absolument interroger, et malheureusement la critique n'a peut-être pas l'espace ni la volonté politique de le faire. Il faut interroger politiquement les livres, chose que généralement on ne fait pas. On les interroge esthétiquement, on les interroge pédagogiquement, mais on ne se demande pas qu'est-ce que ça véhicule comme type d'idéologie, quel type de résistance il représente par rapport à l'idéologie dominante, etc. Ça, c'est d'une part. Donc il faut absolument travailler là-dessus. Mais il faut aussi, ça c'est un truc que je développe dans le bouquin, et j'y crois dur comme fer, il faut aussi s'interroger sur la manière dont le tissu social qualifie les enfants lecteurs. C'est-à-dire le corps enseignant, les parents, les mouvements d'éducation populaire. C'est-à-dire comment est-ce que tout ce tissu social s'empare de l'objet culturel livre et aide des moutards à faire leur miel avec ces livres-là. C'est très difficile à faire parce qu'actuellement, il y a une pression terrible des réseaux sociaux. Dès que vous sortez une oreille du bois, vous avez 140 000 personnes qui se fédèrent sur Internet et qui, en 3 clics, obtiennent l'interdiction d'un livre. Ça, c'est comment est-ce que c'est possible qu'un éditeur cède à ce genre de choses ? C'est un truc qui, moi, me glace absolument. Et là, c'est l'exemple dont a chopé la puberté, qui est le livre qui a été... vous voyez de quoi je parle ? Je l'ai apporté, je crois qu'il est soit sur la table, soit il est là-dedans. Tiens, il est là. On a chopé la puberté. Alors, le titre n'est pas dément.
franchement, je trouve qu'ils auraient pu... Bon. Mais à part ça, ce livre, je le trouve extrêmement important. C'est un livre qui a été fait par Anne Guillard, Séverine Clochard et Mélissa Conté, qui étaient 3 filles qui travaillaient déjà pour le magazine Julie, et qui étaient donc connues des lecteurs et des lectrices, surtout des lectrices de Julie. Et le principe, c'est s'adresser aux filles, leur parler de la puberté sur un ton léger, scientifique, avéré, et en même temps avec 4 narratrices qui sont 4 figures de filles qui étaient célèbres dans Julie. Moi, je n'étais pas à l'époque un grand lecteur de Julie, mais je le suis devenu. Et qui présentaient 4 regards différents sur le monde, 4 positions différentes sur le monde. 4 filles qui avaient un regard différent sur la puberté. Et alors, il se trouve que quelques images ou quelques propos ont été mal interprétés, montés en épingle, et en 3 jours, 140 000 zozos, qui bien sûr n'avaient pas lu le livre, ont exigé que ce livre disparaisse de l'offre. Et l'éditeur, de façon, à mon avis, assez lâche, a largué ces 3 autrices en rase campagne, après les avoir défendues les 2 premiers jours. Le 3e jour, il a craqué et il a dit que non, décidément, il retirait le livre de la vente et il ne serait pas réimprimé. Et les 3 filles, immédiatement, ont fait savoir dans la presse, elles ont été très, très énergiques, que plus jamais elles travailleraient pour ce groupe éditorial. Et elles ont arrêté Julie, enfin leur bande dessinée, etc. Ça, c'est des choses qui expliquent une partie de ce que tu dis. C'est-à-dire que il y a une frilosité, je ne sais pas comment dire autrement, il y a une frilosité sociale qui fait que, en même temps, les parents, ils sont moi, je connais une tapée de parents, je l'ai été, et les parents ne sont pas très, très motivés pour envoyer leur moutard sur les barricades. C'est-à-dire que à la fois, on a envie qu'ils s'émancipent, nos moutards. Et cette émancipation, dans le système social actuel, elle nous fait peur. Parce qu'en fait, on sent, si on ne le sait pas, on a l'intuition que les enfants sont extrêmement isolés les uns des autres. D'ailleurs, quand vous prenez les livres de jeunesse, il y a très, très peu de groupes d'enfants, contrairement à ce qui se passait entre deux guerres. Dans l'entre-deux-guerres, il y a plein de livres de jeunesse qui étaient des livres de bandes. Or, les bandes, elles ont complètement disparu, sauf dans le fantasme des loupards et autres bandes de banlieue. Mais sinon, les mômes sont complètement isolés. Enfin, ils sont dans un isolement psychique très, très, très fort. Et les émanciper, c'est les envoyer vers quoi? C'est compliqué. Et c'est avec ça qu'il faut se battre. C'est là-dessus qu'il faut travailler et qu'il faut... Un exemple. Il y a plein de femmes ici, plein de filles. Il y a dans l'histoire de nos métiers, dans l'histoire du livre de jeunesse, il y a une tapée de filles rebelles. Alors c'est Mafalda dans la bande dessinée, c'est Fifi Brindacier, etc. Fifi Brindacier, pour moi, c'est pas une féministe. C'est une rebelle, mais c'est pas une féministe. Parce que quand elle fait des cadeaux aux 2 enfants qui sont ses petits voisins, elle fait des cadeaux terriblement genrés. C'est-à-dire qu'elle offre un fusil en bois au garçon et un nécessaire de thé à la petite fille. Et 3 fois de suite. Enfin, à 3 épisodes différents à chaque fois. Bon, c'est l'époque, c'est la période. Mais bon, exit Fifi Brindacier. Ceci est extrêmement importante, Fifi Brindacier. Prenez aujourd'hui Mortel Adèle, qui est quand même une sacrée énervée du bulbe, globalement. Mais dans une sphère sociale et dans un univers extrêmement circonscrit. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de la transgression, mais d'une transgression qui est sacrément calibrée, qui s'appuie sur des parents qui s'aiment, les 2 parents de... Tout le monde voit de quoi je parle, quand même. Bon. Mortel Adèle. Les parents de Mortel Adèle, ils sont un couple idéal. Ils s'aiment. Et ils ont un rapport extrêmement attendri avec leur nièce. C'est-à-dire qu'ils la répriment pratiquement pas. Et en même temps, elle ne les agresse jamais eux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de
préservation clandestine de la sphère familiale qui fonctionne. Comme dans la famille Adams. Pareil. Dans la famille Adams, les deux parents sont follement amoureux l'un de l'autre. Et la petite vendredi, mercredi, c'est à cause de... Je pensais à la difficulté que je vais avoir après-demain pour rentrer à Paris, parce qu'il n'y a plus de temps. Donc c'est le jeudi, entre les deux. Mercredi. Ils sont... Cette petite... elles se ressemblent les deux. Elles sont différentes, mais elles se ressemblent. Et elles ont, pareil, une espèce d'énergie destructrice, gothique, macabre, mais qui ne transgresse absolument pas l'ordre social. En aucun cas. C'est-à-dire que mademoiselle Mortel-Adèle, elle est pote avec les flics, avec les douaniers, avec les services de sécurité de l'aéroport, où elle traverse avec un barda d'armes moyenâgeuses, des hallebardes, etc. Elle est hyper équipée. C'est vrai que passer le dispositif de sécurité avec une hallebarde, c'est pas très facile, même pour une petite fille. Mais voilà, donc vous voyez la manière dont... Bon. Reste qu'il y a plein de filles rebelles. Et puis moi j'en ai trouvé au début du XXe siècle, dans la presse américaine, il y avait une petite fille qui est absolument extraordinaire, une toute petite fille. Elle a un petit copain et le petit copain veut absolument l'embrasser. Et elle veut pas. Elle dit non. Et il la séduit, ça marche pas. Il geint, ça marche pas non plus. Et finalement, il l'embrasse de force. Elle lui fout une peignée et elle lui dit, quand une fille dit non, c'est non. 1909. Donc des filles rebelles plein. Des garçons rebelles qui ne seraient pas toxiques, qui ne seraient pas des mâles alpha, qui ne seraient pas des mâles dominants, zéro. Il y a du boulot. Oui, ça veut dire que la déconstruction, elle a du chemin à faire encore, on peut le dire. Ouais. J'aurais aimé, à moins que Julie, tu veuilles te glisser, j'aurais aimé... Vous aurez aussi la parole. On l'a, oui, on va. On l'a un peu abordé à propos de, justement, on a chopé la puberté, mais j'aurais aimé qu'on parle de la censure, de l'autocensure, que tu écris d'ailleurs avec un S, censure. C'est pas moi, c'est Bernard Noël. Ah ouais, c'est vrai que tu cites Bernard Noël. Et de ce poids, alors on l'a un peu évoqué pour ce livre-là, pour un autre qui était paru au Rouergue, je crois, qui est Tous à poil, où là, pour le coup, ça n'a pas marché, bien au contraire. Mais donc ça, c'est ce que j'appellerais la censure un peu des réseaux sociaux, un peu évidente, un peu flagrante. Mais il y a une censure économique, ça, on n'en parle jamais, mais on parlait tout à l'heure de Bolloré, il y a quand même du souci à se faire pour tous, pas que pour les livres pour enfants, mais ça fonctionne aussi. Une concentration de l'édition quand même absolument inouïe. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ce métier, je n'ai vu que ça, de la concentration, enfin, des groupes qui possèdent... voilà. Et l'autocensure. Je tourne toujours depuis le début autour de cette même question, malgré tout. C'est-à-dire que je pense qu'on s'interdit aussi. Alors... Tu as connu dans tes divers métiers des créateurs et des créatrices. Je pense que quand on a bossé avec Claveloux, quand on a bossé avec des quantités de gens comme ça, là, on est avec des gens qui s'en contrefichent de la censure et qui surtout ne s'auto-censurent pas eux-mêmes. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, d'après toi, et comment tu vois l'avenir des choses dans les 50 années qui viennent? Vous avez 3 minutes. Il y a plein de choses. Enfin, tout ce que tu viens de dire est juste. Et simplement, j'ajouterais qu'il y a des mouvements qui traversent actuellement l'édition qui sont vraiment intéressants. Il y a des mouvements d'auto-édition, mais pas au sens de l'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire des groupes qui décident de faire du crowdfunding, qui trouvent des sous et qui font des livres qui sont extrêmement intéressants. Je pense en particulier à un groupe de femmes qui ont fait une série de livres sur le corps,
qui sont remarquables et qui sont en plus validés par des institutions scientifiques, etc. C'est-à-dire que c'est juste, c'est bien fait, mais je pense que c'est beaucoup trop courageux pour qu'un éditeur, même ébouriffé, le prenne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est un marché, le livre de jeunesse. C'est un marché très florissant, c'est un marché qui fonctionne d'enfer. D'ailleurs, presque tous les éditeurs sont mis à faire de la jeunesse, c'est pas par hasard, y compris les éditeurs dont on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils viennent se frotter à ce domaine-là. Donc ça veut dire que c'est un domaine qui est rentable, à condition d'être relativement neutre et bienveillant, à condition d'être un peu pusillanime, un peu frileux, de ne pas aborder des thèmes trop ouvertement révolutionnaire, si j'ose dire. Et ça bouge un petit peu, y compris chez des éditeurs de petite taille. Là, j'ai apporté un livre d'une petite maison d'édition qui s'appelle La Ville Brûle. Rien que le titre de la maison d'édition, La Ville Brûle, moi, j'achète, je ne sais pas comment dire. Et c'est un livre... Ma maman est bizarre, et c'est la première fois que je vois une maman tatouée dans un livre de jeunesse. Je n'en connaissais pas. Alors, c'est une maman... c'est une cervidée, hein, c'est anthropomorphe, comme beaucoup de livres accessibles aux petits. Mais ce livre-là, il m'a intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est cette petite maison, d'autre part parce que le thème est rare, et parce que c'est une maman célibataire et qui a un rapport extrêmement, à la fois presque virilisé et très tendre en même temps avec sa petite fille. Elle peut être complètement quasi punk, et en même temps extrêmement élégante. C'est-à-dire que le livre n'est pas manichéen. Le livre traverse des représentations qui sont extrêmement souples, extrêmement diversifiées. Et ça commence comme ça. Ma maman est bizarre. Moi, je ne trouve pas, mais c'est ma copine Rose qui l'a dit. Vieux dispositif littéraire qui permet de se cacher derrière le dira-t-on pour donner sa propre position. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est d'une part qu'il y a cette réflexion sur la transidentité, d'une certaine manière, puisqu'il est question, à un moment, ma maman, on lui demande souvent si elle est une fille ou un garçon, et à chaque fois, elle hausse les épaules et elle sourit. Il n'y a rien à redire, d'une certaine manière. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que cette maman, elle va avec sa petite fille partout. C'est-à-dire qu'elle associe sa petite fille à des pratiques artistiques, à des pratiques amicales. La petite fille, elle est bon, et elle vit ça à sa façon, puisque le texte dit « Ma maman, elle connaît des gens qui dessinent, on va voir leurs tableaux. Des fois, ils font un peu peur, mais tout le monde est très gentil avec moi et il y a des fraises en bonbons. » Donc, boum. Alors, c'est un premier livre, tout n'est pas parfait. En particulier, il n'y a aucune histoire. Ça, c'est un drame du livre de jeunesse. C'est qu'on a de plus en plus de portraits, mais on a de moins en moins d'histoires. Comme si, l'humanité a besoin d'histoire. L'humanité, pas le journal. Hein. Si, l'humanité a besoin d'histoire aussi, mais pour d'autres raisons. On a besoin des histoires des autres pour construire sa propre historicité. Personne ne se réveille le matin en faisant l'inventaire de tout ce qu'il a fait depuis le début de son existence. Ou alors, on est complètement cinglé. Et heureusement qu'on a les livres qui sont là pour nous aider à rôder le rapport au monde. Voilà. Et donc, je reproche simplement qu'il n'y ait pas d'histoire. Mais sinon, qu'est-ce que ça fait du bien de voir une maman qui manifeste avec sa petite fille sur ses épaules, et dans une manifestation qui est où il y a des animaux et des humains. Donc, avec cette espèce de frontière qui d'un coup se trouve aussi complètement balayée entre l'animalité et l'humanité. Donc ça bouge, ça change. Il y a les gros bataillons de l'édition qui effectivement sont... Alors c'est vrai qu'il y a une concentration généralisée. Il y a sans arrêt des petites maisons qui naissent, qui se font bouffer ou qui disparaissent. Donc il y a une espèce de ce jeu, mais ce jeu, il gratifie toujours les mêmes, quelque part, puisque c'est finalement toujours un peu les mêmes qui sont à la tête des 4 groupes dominants dans l'édition. Mais il y a ça aussi. Et puis il y a autre chose, je pense qu'il faut vraiment que les mômes s'emparent, et il faut les aider, les mômes, à s'emparer de la littérature qui leur est soi-disant destinée. C'est-à-dire que moi j'attends avec impatience qu'il y ait des groupes
des groupes de membres qui soient capables, sur Internet, par exemple, ça peut être vachement bien, ou à travers les journaux d'établissement, s'ils ne sont pas entièrement verrouillés par le proviseur. Je dis ça parce que j'ai un petit-fils que j'ai poussé à faire un journal d'établissement et qui est en train de se faire virer parce qu'ils écrivent dans le journal des choses qui ne conviennent pas au chef d'établissement. Or, c'est lui qui est responsable de l'affaire. Donc, mon petit-fils a un peu tendance à me dire que je l'ai mis dans l'embarras. Mais je le soutiens. Non, il faut être prudent, il ne faut pas y aller comme un cinglé. Mais voilà. Moi, je pense que... Alors, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose que je voulais vous mettre dans le crâne, l'autre poison, c'est la chose suivante. Au début du XXe siècle, il y a eu une presse rebelle pour enfants. Personne ne le sait. Charles Péguy, dont on ne s'attendait pas à ce qu'il soit dans cette affaire. Robert Debré, l'arrière-grand-père des Debré qu'on connaît, qui était un pédiatre, qui avait à l'époque 18 ans et demi, au début du siècle dernier. Et tous ces gens-là ont créé un journal qui s'appelle Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, alors c'est un titre débile, c'est le prénom, hein, Jean-Pierre. Bon, j'ai rien contre les Jean-Pierre, hein, mais je veux dire, créer un journal rebelle pour les mômes, narco-syndicaliste, ils l'appelaient Jean-Pierre. Bon. C'était illustré. Il y avait des grands noms de la littérature, Anatole France par exemple, qui écrivaient dans ce journal. Il y avait les grands noms de la caricature, Steinen, etc., qui travaillaient dans... Bon. Et ça a été... ça a duré 4 ou 5 ans. Bon, le dernier caissier est parti avec la recette. Bon, ça aide pas les journaux à vivre. Et le mouvement anarcho-syndicaliste, qui est pourtant très puissant à l'époque, ne s'est pas vraiment investi. C'est-à-dire que l'enfance, ça intéresse personne. Hein. Et l'enfance, d'un point de vue culturel, ça intéressait, en tout cas au début du XXe siècle, strictement personne. Même le mouvement ouvrier avait un mal de chien à se cotiser, si j'ose dire, pour faire que ces journaux puissent continuer d'exister. Jean-Pierre, personne ne connaît. Moi, je suis allé au musée d'histoire sociale à Amsterdam pour voir les exemplaires de Jean-Pierre, parce qu'ils ne sont même pas à la Bibliothèque nationale de France. Ça n'a pas été archivé. Ensuite, il y a eu les petits bonshommes. Les petits bonshommes, ça a duré... Il y a eu trois moutures des petits bonshommes, presque jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la troisième mouture s'appelait les petits bonshommes quand même. On sent qu'ils avaient eu du mal à renaître. Et alors, les petites bonnes femmes, pourriez-vous me dire, il y avait dans les petits bonshommes, il y avait un éditorial où on expliquait qu'est-ce que c'était qu'un petit bonhomme idéal. Le petit bonhomme lecteur idéal, c'était Tazac. Et le texte se terminait comme ça, je l'ai apporté. Le texte se terminait. Et les petites bonnes femmes, me direz-vous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait 2 lignes pour régler la question des petites bonnes femmes, qui bien sûr n'étaient jamais des interlocutrices dans le livre de jeunesse. Donc ça s'appelait les petits bonshommes. Après les petits bonshommes, il y a eu 1921, le Parti communiste. Il y a eu un journal qui s'appelait Le Jeune Camarade. Alors là, c'était carrément lutte de classe. Mais pour les jeunes, pour les enfants. Alors les enfants lecteurs de cette période-là, ce n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On est bien d'accord. Mais c'était souvent les enfants de militants, en plus. Donc, il y avait mon camarade, il y avait Jeune Camarade, puis il y a eu Mon Camarade. Mon Camarade qui était une volonté de contrer la presse bourgeoise pour la jeunesse, à savoir ce qui était détesté et par les pédagogues et par les militants, c'était la presse des frères Offenstadt. C'est-à-dire l'intrépide, Cri-Cri, l'épatant. Je ne sais pas si des gens ont vu un jour des bouquins à propos de c'est là-dedans qu'il y avait les pieds nickelés, c'est là-dedans qu'il y avait en partie, surtout les pieds nickelés. Et Mon Camarade a fait la même chose que ces journaux-là, avec une idéologie de gauche. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la bande dessinée qu'on va retrouver dans Pif et dans Vaillant puis dans Pif, à savoir des bandes dessinées qui vont être des bandes dessinées, Rahan, etc., qui sont avec une espèce d'élan humaniste, le moins raciste possible, etc. Chose qui n'était pas évidente. Par exemple, c'est dans ces bandes dessinées qu'on voit les premiers Indiens non débiles.
Alors que dans les bandes dessinées américaines, les Indiens étaient ridicules, étaient stupides, étaient massacrables. Voilà. Et je vais jusqu'au bout pour vous dire que je suis extrêmement étonné qu'au XXIe siècle, avec les nouvelles techniques, il y ait zéro journal rebelle pour les enfants. Rebelle au sens qui caresserait pas le monde dans le sens du poil, qui serait un petit peu énervé, qui serait un petit peu la seule chose. Je ne sais pas si vous avez vu le Courrier International. Vous connaissez le Courrier International? Ils ont fait une édition pour les ados. 2 ou 3 fois par an, une édition pour les ados, où ils récupèrent dans toute la... C'est le principe du Courrier International, ils récupèrent des brèves, pas des brèves, des articles qui intéressent les mômes probablement sur un point de vue politique, pour le coup. Mais quand vous lisez la presse, j'espère que vous la lisez, la presse pour enfants dite d'information, personne ne se souvient d'y avoir vu un scoop. C'est très sage. C'est garanti sur facture. C'est-à-dire que les papis et les mamies abonnent. Oh là là, camarade Freud. Abonnent leurs petits-enfants sans risque à ces journaux-là. Ça dépasse, rien qui dépasse. Moi, ça me fait peur. Bon. Donc j'attends, par exemple, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une sorte de synergie entre les grands artistes, parce que tu as parlé d'esthétique. L'une des grandes résistances du livre de jeunesse, elle est esthétique, beaucoup plus que politique. Mais elle est importante, cette résistance esthétique. Elle dit aussi un rapport au monde. J'y tiens. Un livre comme Les Magiciens de Blaise Bolek, c'est un bouquin qui est une révolution graphique. Et en même temps, en plus, il a du sens. Enfin, il est profond. Donc j'attends cette synergie entre tous ces grands artistes et ces livres. Il faut continuer de faire des livres, bien entendu. Et en même temps, il faut créer des conditions pour que les mômes puissent dire qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qu'on leur propose et comment ils font leur miel. Et je crains que l'éducation nationale, tu parlais de l'institution, je pense qu'elle n'est pas du tout faite pour faire de la véritable éducation littéraire. C'est-à-dire qu'elle arme, dans le meilleur des cas, les jeunes âmes par rapport à l'histoire littéraire, par rapport au fonctionnement de la littérature, etc., mais pour des raisons qui tiennent à la neutralité de l'école et de l'enseignement et de la frilosité sociale, eh bien, tout ce qui peut être un peu problématique, mais qu'est-ce qui ne l'est pas, ne peut pas être étudié à l'école ou en classe, ou très peu. Ou à la marge, ou à l'extrême marge. Mais je distingue toujours entre les pratiques des enseignants et l'éducation nationale. Parce qu'il y a quand même aussi très longtemps qu'il y a plein d'enseignants qui font du boulot autour des livres de jeunesse avec les mômes. Mais en même temps, ils ne sont pas fondés à aller très très loin. Parce que tout ce qui touche à l'intime, par exemple, or, la littérature de jeunesse et la littérature de cours, ça touche à l'intime. Tout ce qui touche à l'intime, tout ce qui touche à ce qu'il peut y avoir d'aigu dans le vécu réel du moutard lambda ou de la moutarde lambda dont on parle, l'enseignant, il n'est pas bien placé pour s'en mêler. Peut-être même qu'il n'est pas fondé à s'en mêler. D'où la nécessité des tiers-lieux. D'où la nécessité d'espace et de lieux qui seraient moins dépendants du regard pédagogique et dans lequel des enfants, des jeunes, pourraient dire qu'est-ce qu'ils pensent des livres qu'on leur donne, faire une vraie critique littéraire, politique, sensible, affective, la manière de faire son miel. J'aime bien la métaphore, faire son miel. Julie, je crois que tu voulais aborder la question des romans, parce que dans ce livre, il y a énormément d'albums analysés, un tout petit peu moins de romans, mais tu avais une question. Ouais, moi j'avais une question. Vous évoquez en fait très justement que on trouve beaucoup de dystopie dans la littérature jeunesse, au niveau des romans, mais très peu d'utopie justement. Et donc, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça peut s'expliquer C'est une façon en même temps de finir de répondre à Françoise, ma réponse. C'est que une utopie, il y a toujours une dimension critique dans une utopie. C'est-à-dire que l'utopie, c'est toujours une critique du monde tel qu'il a été finalement transformé ailleurs, etc. L'ennui, c'est que pour faire une utopie, il faut que cette utopie, elle ne soit pas fermée. Il ne faut pas qu'elle soit close.
il faut qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle soit accueillante, qu'elle continue de progresser. C'est pas un monde qui est donné comme étant fini et comme étant un idéal à atteindre. Ça, c'est vachement difficile à faire. Je crois que la réponse, c'est ça, c'est que c'est très difficile d'inventer des utopies. Inventer des dystopies, c'est extrêmement facile. C'est-à-dire qu'on prend un dysfonctionnement social et on construit une dramaturgie avec, si possible, une histoire d'amour en plus, autour de ce dysfonctionnement, et on va résoudre localement la contradiction qu'on a montée en mayonnaise, d'une certaine manière. Je dis ça de façon un peu cynique, mais j'ai tort de faire de façon cynique, mais bon, c'est fait comme ça. Et les utopies, c'est rarissime. Moi, j'ai fait une utopie. C'est le dernier livre de fiction que j'ai publié, qui s'appelle D'ici là, qu'on a fait chez Thierry Magnier, qui était une création. On a mis presque 3 ans à faire ce livre. C'est sûrement l'un des plus grands échecs mondiaux du livre de jeunesse. Je pense qu'on a eu plus de retours qu'on a fait de mise en place. C'est très difficile de faire une utopie, très difficile. Et je pense que c'est ça la réponse. C'est-à-dire que si vous faites une utopie, ça veut dire que vous vous projetez, vous construisez un monde meilleur et vous vous projetez dans les... Il faut que vous lisiez Ecotopia. Ecotopia, magnifique, c'est l'une des plus belles utopies que j'ai jamais lues. Mais ça, vous en parlez, mais c'est... Enfin, par exemple, nous, on le met pas en jeunesse. Adulte, bah voilà, oui. C'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'un môme qui est capable de lire Harry Potter, il peut très très bien lire Ecotopia. Oui, vraiment, il n'y a aucun souci. Stylistiquement, il n'y a pas de problème. La densité du livre n'est pas à ce point. C'est un gros roman, mais sans plus. Voilà, c'est difficile l'utopie, mais il faut faire des utopies. Et d'ailleurs, Gaston Bachelard disait « On ne veut bien que ce qu'on imagine richement ». Magnifique phrase de Bachelard. On ne veut bien que ce qu'on imagine richement. Et j'ai été frappé. Moi, j'ai rencontré des milliers de mômes quand j'avais encore la force de rencontrer les enfants dans les écoles, chose que je ne fais plus. Hein. Ne m'invitez pas. Et souvent, je leur posais des questions de type utopique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir ? Et j'étais frappé de voir que tout le monde va répétant que les enfants sont extrêmement imaginatifs. S'il y a un domaine dans lequel ils ne le sont pas du tout, c'est bien l'utopie. Et parce que raconter l'histoire de Martiens, ça va. Ça, ils sont hyper balèzes. Mais raconter ce qui pourrait remplacer l'univers familial, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Comment on gère la question des enfants dans une utopie ? Mais c'est là que c'est intéressant de leur poser la question d'une certaine manière. Mais qui va au contact des moutards pour leur poser ces questions-là ? Qui va assurer derrière. Et assurer derrière. Alors, comme l'heure tourne et que vous avez bien vu que nous n'avons pas pu aborder le tiers du quart des questions que nous avions proposées. J'ai apporté 30 kilos de livres, j'ai dû en évoquer 500 grammes. Oui, allez. Et moi, j'avais quand même envie, avant qu'on clôture notre conversation à 3 et qu'on passe le micro dans la salle, qu'on parle de cette phrase qu'il y a dans le livre, qui est réhabiliter l'idéologie. Alors, tu en as parlé un tout petit peu au début, mais ça voudrait dire quoi pour toi, réhabiliter l'idéologie ? Je ne crois pas l'avoir dit comme ça, d'une part. Je me suis trompée. Non, mais je ne crois pas l'avoir dit comme ça. Mais je veux bien croire que j'aurais pu dire une chose voisine. Alors, je te coupe la parole juste pour te citer une seconde, si ça peut t'aider à finir ta réponse. Page 138, tu écris « S'il n'est pas certain que l'éducation politique soit la voie de l'émancipation, l'émancipation est assurément celle du politique. » Absolument. Et donc, ça, je le maintiens. Mais ça n'a rien à voir... C'est pas directement l'idéologie, ça. C'est pas une question de il ne s'agit pas de réhabiliter l'idéologie. L'idéologie, on est dedans. On est des feuilletés d'idéologie, tout le temps. Il faut simplement le savoir et faire avec. Mais peut-être ne pas le voir comme un gros mot. Voilà. Non, ne pas le voir comme un gros mot et accepter que ce soit pas un long fleuve tranquille. D'aborder le rapport au monde à travers les feuilletés idéologiques qui nous constituent les uns et les autres, la manière dont les plaques tectoniques idéologiques se heurtent et peuvent créer des brisures, peuvent créer aussi des impasses sociales. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est avec ça qu'on travaille.
Roman, Queen Kong. Si vous ne devez lire qu'un seul roman dit pour la jeunesse, je vous invite vivement à lire Queen Kong d'Hélène Vignal, qui a été primée à Montreuil il y a 2 ans, qui a eu la Pépite d'Or. Moi, je suis contre tous les jurys, ça m'énerve. Choisir entre Beethoven et Mozart, j'ai jamais compris comment c'était possible, personnellement. Mais bon, donc je fais jamais partie des jurys à cause d'un livre de jeunesse. C'est ça qui m'intéresse dans la vie. C'est que Alexandre Geffen vient de publier un bouquin qui dit que la littérature, c'est politique. Et il a interviewé 24 auteurs et autrices de littérature tout court sur les raisons de leur travail, etc. Aucun de ces 24 ne fait référence à le moindre livre de jeunesse. Comme s'il y avait une omerta sur les livres de jeunesse, comme si c'était honteux, quelque part, de se référer à un objet culturel qu'on a fréquenté quand on était petit et qui nous a façonnés. On a été façonné par les livres qu'on a lus quand on était petit. Et comment c'est possible de faire l'impasse et de ne citer que des choses qui sont soi-disant valorisantes? Première remarque. Deuxième remarque, non, pas deuxième remarque, j'ai pas le temps. Alors, Queen Kong, roman sans dialogue, qui raconte l'histoire d'une fille qui est harcelée. Alors, moi, normalement, je laisse tomber le livre. Parce que le harcèlement dans les livres de jeunesse, c'est une tarte à la crème avec tout le monde. Mais elle est harcelée parce qu'on la traite de P3 points. Et on va comprendre qu'en fait, ce que lui reproche son milieu ambiant, ses copains, ses copines, c'est qu'elle s'arroge le droit que seuls les mâles semblent avoir, à savoir grappiller, à savoir passer, chercher, passer d'un garçon à un autre pour trouver le plaisir et trouver un plaisir qui soit digne, qui soit valorisant, qui soit épanouissant, qui soit etc. Et elle ne le trouve pas. Et vous avez 4 portraits de mecs. C'est un petit bouquin, hein. Elle passe à travers, si j'ose dire, 4 mecs. Et ces 4 figures de garçons m'ont intéressé parce que je pense que quand on travaille avec des mômes sur la question de la masculinité, par exemple, ces 4 figures de mecs sont vraiment intéressantes. Voilà un roman et c'est pas un roman à thèse, c'est pas un roman didactique, c'est pas un roman qui développe une idéologie pour le coup, mais qui est absolument incontournable. Et qui, bien sûr, fait référence à King Kong, Théorie, le livre de Virginie Despentes, et c'est pas par hasard que les 2 livres sont en sororité. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis étudiant en M2 édition avec la moitié de la salle à peu près ici. Et, personne n'est parfait. Et je travaille justement sur les différentes représentations, des différentes géométries familiales dans l'album jeunesse. Et je trouve que ce que vous avez dit, notamment sur le fait qu'on commence à développer de la représentation, mais qu'il y a plein de représentations manquantes, cette question de l'absence de monoparentalité, généralement, etc. Mais en fait, le Royaume-Uni, qui a plein d'autres défauts, a développé une autre manière de faire, qui est l'auto-édition, qui commence à se généraliser en France. Mais ce que leur système éducatif fait, c'est comme ils ont plus de liberté avec les enfants dans les sujets qu'ils abordent, ils font des espèces de census de profs et d'auteuristes. Et ils disent, bon, ok, comment est-ce qu'on aborde ces questions avec des enfants? On va tous prendre un livre différent, ou 2-3 livres ensemble. On va tous aborder et on se retrouve dans 1 an. Et qu'est-ce que les enfants, ils ont dit? Qu'est-ce que nous, on a fait en tant que prof? Et on publie ça. Et du coup, il y a des articles scientifico-professionnels pour parler de ça. Et je trouve que ça, en France, on l'a pas du tout. Et que c'est dommage parce que quand on fait de la recherche sur comment est-ce qu'on fait pour donner une meilleure représentation, pour amener le livre à l'enfant et pour valoriser les productions de ces petites maisons d'édition comme La Ville Brûle, comme Pas pour du beurre, etc., ben, on n'a pas de travaux de professionnels en contact avec les enfants qui sont dans la transmission pour les aider à faire leur miel, pour savoir, nous, comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Donc si vous avez des pistes sur comment on fait, ça m'arrange. Contrairement à l'apparence, je ne suis pas docteur. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en même temps, j'ajouterais qu'au Royaume-Uni, il y a un problème, c'est que le prix du livre est libre.
et que la qualité globale de l'édition tout court est en déshérence, parce que quelqu'un de la taille d'Anthony Brand, par exemple, et de l'envergure et de la qualité artistique et humaine et politique de cet homme est complètement galvaudé en faisant des livres de marché, parce qu'il faut faire des livres qui soient de plus en plus... qui aient des coéditions à 50, à 30 éditeurs, etc. Et le prix libre du livre tue l'édition. Et c'est la raison aussi peut-être qu'il y a des résurgences différentes et que... voilà. Maintenant, je suis complètement d'accord. Moi, je suis terrorisé quand je lis des études sociologiques sur le livre de jeunesse, parce que j'ai l'impression que les gens qui font ces études, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc déjà, et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent de façon satisfaisante, je trouve actuellement. Enfin, il n'y a pas d'espace, probablement. Le livre de jeunesse, ça n'intéresse pas visiblement le CNRS. Et donc il faut... Et en même temps, en vous écoutant, je me disais, c'est les mômes qui peuvent faire ça, vraiment. C'est-à-dire que leur place, elle est là. C'est-à-dire que s'autoriser, si les mômes pouvaient s'autoriser à dire ce qu'ils pensent sur un certain nombre de livres, qu'est-ce que ce serait bien. Mais là, je rêve. Je voudrais vous... Excusez-moi, juste un livre. Un seul. C'est Mamar. Qui connaît ces Mamars? Merci. C'est Mamar. Mamar. C'est Mamar. C'est Mamar. Ceci est Mamar. C'est Mamar de Claire Garalon, publié aux éditions Mémo. Comme quoi on peut faire un livre absolument génial avec presque rien, mais trop bien. Voilà un canard. Voici un canard. Oh, quel joli mare. C'est Mamar. Arrive un canard blanc. Oh, quel joli mare. C'est Mamar. Non, c'est la mienne, dit le canard jaune. Le canard blanc réfléchit. On n'a qu'à la partager en deux. D'accord. Au passage, les canards, ils ont une petite boucle sur la tête. On a l'impression que c'est les canards qui flottent dans les chasses aux canards, les pêches aux canards. Arrive un canard rouge. Oh, quel joli mare. C'est Mamar. Non, c'est la nôtre, répondent les deux canards. Le canard rouge réfléchit. On n'a qu'à la partager en trois. D'accord. Donc arrive le canard vert. Oh, quel joli mare. C'est Mamar. Non, c'est la nôtre, répondent les canards. Le canard vert réfléchit. On n'a qu'à la partager en quatre. D'accord. Puis alors, vous avez compris le système, plus on avance, plus il y a de canards, plus on divise la mare en plein de petits territoires. Arrive un canard noir. Tiens. Alors comme on est au milieu, c'est le point nodal, hein, ça va déclencher quelque chose. Et le canard noir, lui, il veut pas un petit bout de la mare. Oh, quelle jolie mare. Je peux venir? Demande le canard noir. Bah oui, mais vous en voulez un bout? S'inquiètent tous les canards. Non, non, je veux juste en profiter, m'amuser, nager comme vous. Et les canards reconnaissent qu'ils ne s'amusent pas vraiment beaucoup. Parce qu'ils passent leur temps à surveiller leur territoire et à surveiller la frontière. Ah non, pas du tout, dit le canard jaune. On ne s'amuse pas vraiment, dit le canard violet. On nage pas du tout. Hein. On reste chez nous, c'est tout, hein, dit le canard vert. On s'ennuie même plus tôt, dit le canard rose. Et du coup, le canard noir leur fait une proposition, leur dit pourquoi est-ce qu'on ne se baigne pas tous ensemble dans cette bon Dieu de mare? Ça, bon Dieu, c'est moi qui le dis. Et donc, eh ben oui, le canard, une mare pour tous, pour jouer, pour nager, à tous ou à plusieurs. Et donc, c'est un vrai bonheur. Quelle belle idée, quelle bonne idée, disent les canards. Et ça va être la jouissance, partager le commun, vraiment. Arrive un hippopotame. Oh, quelle jolie mare. C'est ma mare. Quand arrive un autre hippopotame. Oh, quelle jolie mare. C'est ma mare. J'adore ce livre. La différence qu'il y a entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, c'est un livre, c'est du marxisme pour les tout petits, quoi. On cherchait Marx raconter aux enfants, mais bon, c'est maintenant, c'est ça. Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonsoir. Oui, plutôt. Donc, Je suis chiant. je suis en M1 MEF documentation, donc peut-être futur professeur documentaliste. Et mon sujet de mémoire, je souhaite traiter du débat qu'il peut y avoir autour de l'inclusion des personnages LGBTQIA+, dans l'édition jeunesse. Et j'ai remarqué que vous traitiez beaucoup des albums
pour parler de la transsexualité, de l'homoparentalité, voire de l'homosexualité. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir, qu'en est-il des romans adressés aux 13-15 ans, voire un peu plus si on tend vers le young adulte. Donc voilà, pour savoir quels ont été les ouvrages marquants, surtout dans les années, à partir des années 70, quand ça commence à bouger. Les années 70, Ouais, il y en a peu. oui, ça sera vite fait. Hein. C'est sur les doigts de Django Reinhardt. Hein. Ça se compte. Alors, les albums, les romans, c'est pas mon truc. C'est pas mon champ d'investigation majeur, quoi. Je connais un peu, mais pas au point de faire une statistique valable ou valide. Surtout ce qui est l'invisibilité. Comment dire ça? On est tous fondés à se sentir invisibles. On est tous fondés à espérer gagner en visibilité et dans un champ qui n'est pas, comme la Terre, qui n'est pas très extensible. Je ne dis pas ça pour empêcher que. Je dis que j'ai toujours eu une réserve, personnellement, sur les livres qui avaient l'air d'être faits pour. Les livres à thème. Oui, ou des livres qui sont remboursables par la Sécu. C'est-à-dire des livres qui sont faits pour servir ce que de droit, disent les notaires. Et parce que c'est à la fois, il faut absolument déconstruire, il faut absolument organiser un type de rapport au monde qui soit plus égalitaire, qui donne plus de place à la diversité, etc. Entièrement d'accord. Mais en même temps, il faut être extrêmement vigilant dans cette déconstruction. Par exemple, il y a un livre que je voulais évoquer qui s'appelle Garçons et filles bricolent, chez Cambourakis, qui n'est pas une grande maison, mais qui est une maison vraiment intéressante. C'est pas une grosse maison, c'est une maison vraiment intéressante. Tu veux bien me tenir le micro, s'il te plaît? Merci. Garçons et filles, c'est un livre dans lequel on va complètement déconstruire le genre. C'est-à-dire que il et elle, ça devient les prénoms des deux enfants. Il et elle. Donc c'est complètement une espèce de symbolisation, c'est métaphorique de ces questions. Il et elle jouent avec une boîte à outils. Alors c'est pas inintéressant parce que dans la boîte à outils, il y a une perceuse, un marteau, une scie, un tournevis et une pince. Donc voilà des enfants qui vont jouer, il et elle, vont jouer ensemble avec des outils. Moi, quand j'étais éditeur de Sourire qui mord, j'avais un slogan qu'on a mis au frontispice de notre maison d'édition qui était « On n'apprend pas la menuiserie avec une scie en chocolat ». Donc là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'ils utilisent des vrais outils. Bon, et des outils qui sont comment ça s'appelle, contondants. J'ai toujours pensé que contondant, c'était rond. En fait, c'est pas ça. Bon, bref. Il y a des mots dont la figure n'est pas... Bon, bref. On s'en fout. Alors, il et elle bricolent. Alors, je vais très vite. Il et elle bricolent. Et alors, il et elle décident ensemble et ont la même intention tout le temps. Il n'y a plus du tout de dimension genrée dans la façon d'organiser le jeu ou de décider de faire des choses ou de les faire. Et donc, ils vont complètement détruire leurs jouets et pour le plaisir de les recoller, de les reconstruire. Et bien sûr, ils ne sont pas très habiles à les reconstruire. Donc c'est trop chouette, disent-ils, encore et encore, crient-elles, etc. Donc ensuite, ils réparent, mais ils réparent mal. Bon. Et quand ils ont fini de complètement torpiller leur jeu, alors on dirait du buffet, c'est-à-dire qu'on a une espèce de chose assez étrange, ils se demandent il et elle se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, et ils vont attaquer la vaisselle. Ils vont détruire la vaisselle et ils vont ensuite la recoller. Arrive la grande personne dont on ne saura jamais si c'est un mâle ou une femelle. Et la grande personne dit qu'elle n'est pas très contente. Elle rouspète, dit le texte. Ce qui est quand même moyen comme mode de réaction. Donc elle rouspète, très bien, et elle dit que vous avez surtout fait un grand trou à mon porte-monnaie. La grande personne. Et elle leur propose d'aller jouer un peu tranquille et d'arrêter de faire les andouilles. Bon, bref. Mais c'est pas dit comme ça. Le texte est beaucoup plus impersonnel. Et il et elle vont repartir jouer. Il et elle ont sorti la boîte à outils. Il est dentiste. Il a une perceuse et des pinces. Elle est docteur. Elle a un marteau et une scie. Et donc, alors ça va continuer. C'est-à-dire que lui, avec la perceuse électrique, soigne les dents de la fille. De il. Alors le texte dit, dans la bouche de elle, le dentiste perce et arrache. Le docteur frappe, donc elle,
l'auteur frappe, scie le pied de Hill. Donc les deux sont abîmés, saignent. Donc ils vont aller voir la grande personne en chouinant, parce qu'ils sont morts. Et la grande personne les console, les répare. Le texte dit qu'elle rouspète encore une fois, et elle les répare, et donc elle s'occupe de elle en lui donnant un truc pour sa gencive saignante, et elle a mis un sparadrap sur Hill, et ça se termine comme ça, tout est rentré dans l'ordre, on peut toujours tout réparer, s'exclame-t-il et elle. Outre que pédagogiquement, outre que éducativement, je discute, je suis extrêmement furieux, je ne peux pas le dire autrement, au niveau idéologique pour le coup, d'avoir un livre dans une maison d'édition que je soutiens par ailleurs, qui a d'autres livres sur l'invisibilité ou les problèmes de genre qui sont vraiment intéressants, et de faire un bouquin comme ça que moi je conteste très violemment. C'est-à-dire que je considère que la déconstruction ne doit pas construire un modèle unisexe, d'une part, et que d'autre part, cette espèce de jouissance de la destruction n'a comme limite que le champ dans lequel on est et le premier sang, S-A-N-G. Moi, je suis incapable, enfin, je raconte à des mômes ce livre-là sans aucun problème, mais je ne le défends jamais. Je dis pourquoi je ne suis pas d'accord. C'est complexe, hein. L'idéologie est un champ complexe. C'est-à-dire que quand vous voulez intervenir idéologiquement sur le champ social, ou le champ psychologique, ou la manière d'être des moutards, vous avez des outils qui sont à double tranchant. C'est ça l'idéologie. C'est-à-dire que c'est complexe à manier, mais c'est passionnant. Mais c'est complexe. Mais c'est passionnant. Mais c'est complexe. Il y a d'autres questions? Je crois, non, il n'y avait pas une main. Non? Oui. Bonsoir. Donc moi, je ne suis pas étudiante en master. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Et éducatrice de jeunes enfants depuis peu, puisque j'ai fait une reconversion. Et j'utilise beaucoup dans ma pratique au quotidien l'album jeunesse. Je connaissais d'ailleurs C'est Maman de Claire Garallon, qui est un album que j'ai partagé à nombreuses reprises avec des tout-petits et qui marche très bien. J'ai la chance de travailler comme éducatrice de jeunes enfants dans des lieux d'accueil enfants-parents et en salle d'attente de PMI. Donc des lieux politiques. Les lieux d'accueil enfants-parents sont des lieux précieux. Et vous parliez tout à l'heure d'isolement de ces enfants. Et en fait, il y a un isolement. Donc, éducatrice de jeunes enfants, je travaille uniquement auprès de tout petits, de 0-6 ans, plutôt même 0-3 ans, bien souvent. 6 ans, c'est déjà des tout petits grands. On est sur la tranche d'âge de 0-6, mais effectivement, c'est plutôt des 0-3 ans. Et donc, on parle d'isolement des enfants. Dans ma pratique, au quotidien, ça fait à peu près 2 ans que je suis en LAEP, je vois de l'isolement des parents. Et pas forcément un isolement parce que migration ou des contextes très compliqués. Il y a aussi des parents qui sont ici, qui n'ont pas forcément de problèmes socio-économiques, etc., mais qui sont très isolés et qui ont cette espèce de chape de plomb de parentalité positive et de responsabilité. Ils sont responsables et ils sont tout seuls. Ils doivent tout mener de front. Ils doivent mener le travail, ils doivent être des parents parfaits, il faut que leurs enfants soient parfaits, que ces enfants aient de bonnes lectures, fassent du sport et une activité artistique, c'est du il faut. Et les parents sont bien souvent donc, isolés et déboussolés, et ça va se formaliser sur des petites choses. Et je vais vous donner un exemple, une anecdote qui m'est arrivée. Récemment avec donc un petit garçon qui attrape un livre, un album qui s'appelle L'imagier Toc Toc d'Édouard Manceau. Donc l'imagier Toc Toc, c'est un imagier où vous avez un dessin, je dis n'importe quoi, d'une couronne, et à côté il écrit une pomme. Je lis ce qui est écrit. Je dis une pomme. Le petit garçon il me regarde bizarrement, puis je continue comme ça. Et il se met à rire parce qu'il voit effectivement, il a compris qu'il y avait un problème. Ce qu'il voit et ce que je lui dis. Et là, la maman m'interpelle. Elle me dit, mais il ne faut pas lire ça aux enfants. Mais après, il va appeler ça la chaise, il va l'appeler une voiture. Ou la passoire, il va appeler ça le chapeau. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne lecture ? Je ne suis pas allée contre ce que disait la maman, parce que je l'aurais braquée en lui disant, mais attendez, vous n'avez rien compris, c'est du second degré, justement. Donc je l'ai écoutée. Cette maman, après, elle est revenue. Elle a pris l'album, elle l'a lu à son enfant.
Et elle n'a pas changé les mots, parce que la première fois, elle était à côté, elle disait « Mais non, ça, c'est pas un chapeau, c'est une passoire. Là, la voiture, non, c'est pas une saucisse, c'est une voiture. » Je crois que vous touchez là à une chose complètement juste et en même temps qu'on peut généraliser. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Bastien Vivès. C'est-à-dire cette omerta, ce scandale qui a consisté à interdire une exposition que personne n'avait vue, qui n'avait même pas été réalisée, d'ailleurs, elle était en gestation, et à se trouver avec le problème de la représentation. Alors, à savoir, est-ce que quand on représente quelque chose, on est d'accord avec ce qu'on représente? On est encore là, hein, on est dans des idées que le Moyen-Âge croyait avoir résolues. Hein. C'est-à-dire qu'on continue de croire que ce qui est représenté, c'est une chose avec laquelle on est d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a des curseurs de ce qui est admissible dans le dissible et dans le visible. Et ces curseurs, on voudrait qu'ils soient universaux, ce qui n'a pas de sens, ou universels, ce qui n'a pas de sens. Mais on essaye, et pas moi. Quand j'étais petit, mon grand-père disait « on est un con ». Donc il ne voulait pas entendre parler de on. Et pourtant, c'était un paysan, c'était pas un intellectuel. Et cette idée selon laquelle il y aurait des images tellement inadmissibles qu'il ne faudrait jamais les montrer, c'est la même chose que le rapport texte-image. Hein. Il y aurait des choses qui seraient tellement inadmissibles qu'il ne faudrait jamais les montrer. Et du coup, si on ne les montre jamais, comment est-ce qu'on se prémunit contre elles? Comment est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce que l'auteur de Junk, roman pour adolescents, qui parle de la drogue, entre autres, disait qu'il espérait au moins, en faisant ce livre-là, que son fils aurait entendu parler de la drogue avant qu'on essaie de lui en vendre. Ce que je trouve une formule un peu de battleur, un peu à l'emporte-pièce, mais quand même extrêmement efficace. Et on est encore dans ce problème de représentation. C'est-à-dire qu'il y a des représentations inadmissibles qu'on ne peut pas voir. Et parce qu'on laisse entendre, encore une fois, que l'enfant, parce qu'il est isolé, ou parce qu'il est dans un tissu social fragile, ou parce qu'il est dans une frilosité politique plus générale, va se trouver démuni, fragile, déboussolé par ce qu'il va voir, par ce qu'il va lire, etc. Il faut sortir de ça. Mais c'est un sacré boulot. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on ait ça dans le crâne. C'est-à-dire qu'il faut absolument se sortir de ces... Moi, quand j'étais petit, il y avait ma grand-mère, de l'autre côté, elle avait l'histoire de France d'Henri Martin, qui est une série de livres illustrés, de gravures, etc. Et je me souviens très bien qu'il y avait une image, dans l'Antiquité, il y avait une scène Blandine dans la fosse aux lions, extrêmement érotique, qui me terrorisait et qui en même temps me fascinait. Et puis il y avait une scène d'inquisition aussi. Donc c'est de la violence avec une dimension sexuelle tout le temps, dans ces deux images. Je passais toutes les pages d'un coup pour être bien sûr de ne pas les voir. Et en même temps, sans arrêt, j'y revenais. Mais jamais j'aurais pu en parler avec quiconque. J'avais aussi besoin de cet espace de solitude par rapport à faire avec des représentations, faire avec des... Et si les livres pouvaient nous aider à ça, qu'est-ce que ce serait bien? Mais pour ça, il ne faut pas qu'ils soient accusérés. Ce que j'entends aussi dans ce que vous nous racontiez là, de cet épisode, c'est que c'était aussi la maman qui était un peu isolée et que le fait de lire à deux, voilà, ça peut être une solution. C'est-à-dire que quand on est n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais quoi que ça soit, je ne m'exprime pas bien, et qu'on est seul avec des enfants, on est parfois démunis, on ne sait pas très bien. Et le fait d'être plusieurs, le fait de partager, le fait de mettre en commun nos lectures, on le sait bien dans nos métiers tous et toutes, c'est très précieux. Et je pense que cette maman, si elle a pu le dépasser, c'est aussi parce que vous aviez commencé et que ça l'a fait cheminer. C'est le partage aussi. La lecture, on dit toujours que c'est un acte individuel. C'est en grande partie vrai, mais quand on peut le partager, et c'est encore plus vrai des albums jeunesse, c'est magique, quoi. Mais Édouard Manceau, il connaît René Magritte. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire des passerelles. Enfin, c'est pas du tout une prescription. C'est le champ culturel du livre de jeunesse, il souffre d'être le champ culturel du livre de jeunesse.
d'être dans cet isolement, d'être dans cette... qui est tout à fait intéressant par ailleurs, il y a beaucoup de qualités, mais qui n'est pas traversé par... prenez un exemple qui peut-être vous a jamais effleuré. Il n'y a pratiquement pas de livres de jeunesse, quand je dis pratiquement pas, ça doit y en avoir 5 ou 6 sur 100 000, qui soient non figuratifs. C'est-à-dire qu'il y a une loi du livre de jeunesse illustré qui est qu'il faut que ce soit figuratif, ou il faut qu'il y ait un code qui fasse que le petit chaperon rouge de Marjala Lavater, il peut être lu s'il est décodé comme... Enfin, si on laisse entendre qu'il y a un texte sous-jacent et ce texte sous-jacent, il va permettre d'être une clé de lecture, etc. Mais des livres abstraits, il n'y en a pratiquement pas. Et ça aussi, ça fait partie d'une espèce de gang culturel qu'il faudrait réussir à faire éclater. C'est-à-dire que la fonction de l'image n'est pas toujours, n'est peut-être jamais de représenter du réel. C'est-à-dire que Bernard Noël, qu'on évoquait tout à l'heure à travers la censure, Bernard Noël, il explique très joliment qu'il y a dans une image, il y a une évidence et en même temps il y a une quête, c'est-à-dire que ça affame et ça rassasie d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il y a une évidence de l'image qui est indiscutable. C'est-à-dire si une civilisation a inventé 2 codes aussi distincts que le code linguistique et le code iconique, c'est pas pour que l'une dise l'autre. C'est pas pour que ce soit que l'une puisse traduire l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Or, on est dans un institut social où le rapport à l'image, à la lecture simple de l'image fixe, est une chose qui ne s'apprend pas. Ça a l'air d'être évident. C'est loin d'être évident. Ça devrait nous terroriser, les images. En fait, ça s'apprend. Et c'est ennuyeux que ça ne s'apprenne pas. Donc, c'est dommage parce que le livre de jeunesse, il marche sur 2 jambes. En général, au moins, il y a du texte et des images. Or, si l'image, elle est pas du tout... si on a pris l'habitude, et on a tous pris cette habitude-là, de croire que les images ne sont que des illustrations du texte ou de l'histoire, etc., on est à côté. Il y a plein de livres dans lesquels l'image, elle a un ressort interne qui est de l'ordre du truc. J'en ai un sous les yeux, là. Ça. Merci. Juste pour vous montrer. Qui connaît Anton et les filles? Merci. C'est de Okoneke et c'est publié à l'École des loisirs, enfin au Lutin. C'est très simple. C'est un petit garçon. Le texte dit « Voilà Anton ». Une sorte de crétin qui se pointe avec un chapeau, etc. Voilà Anton. Anton, il est content dans la vie. Anton est formidable. Alors on ne sait pas qui parle. On ne sait pas si c'est lui, ou si c'est le narrateur, ou si c'est les deux. Anton est formidable. Et vous avez 2 nièces, 2 petites filles, qui sont en train de jouer dans le sable. Comme font les tout petits. C'est-à-dire qu'elles arrivent à jouer à 2, mais c'est compliqué de jouer à 2 déjà. Et lui, il voudrait jouer avec elle. Anton, il a un seau. Anton, il a une pelle. Donc il vient avec du matos de séducteur. Et les filles s'en foutent, mais alors royalement. Elles continuent de jouer avec leur truc de sable. Anton, il a une super grosse voiture. Mais les filles ne le regardent pas. Anton sait sauter très haut. Anton est fort. Anton sait glisser du haut du toboggan. Ça, c'est une compétence de petit qui est géniale. Ça. Savoir glisser du haut du toboggan sur le ventre. Et les yeux fermés. Mine de rien, on est passé de l'autre côté du pli. Parce qu'un livre, un album, ça s'organise autour du pli. Et le pli, il est narratif. Mais les filles ne le regardent toujours pas, malgré ses exploits. Alors Anton, je viens un peu vite, il va construire une espèce d'édifice extrêmement impressionnant, une maison très très haute, et la maison s'écroule, et du coup, il tombe, et il pleure. Et du coup, les filles s'intéressent à lui. Et on se dit, ça y est, un lit sur le Caire. Maintenant, les filles le regardent. Les filles donnent un gâteau à Anton. Anton peut venir jouer avec les filles. Anton est content. Sauf que
il est admis dans le bac à sable, mais il ne joue pas avec elle. Il est simplement admis dans le territoire, ce qui est déjà énorme, mine de rien. Bon. Et il est content. Et à ce moment-là, voilà Luca, qui a un plus grand chapeau, une plus grande voiture et une plus grande pelle. Donc, moi, ce livre-là, bien sûr, je le défends bec et ongle, mais pour une autre raison, c'est qu'il y a un détail dans l'image qui nous fait complètement abandonner l'idée du Caire. C'est-à-dire que sur la page titre, il y a la page couverture, puis il y a la page titre. Sur la page titre, il y a une image dans laquelle on voit la petite fille qui est venue avec le gâteau bouffer le gâteau. C'est elle qui bouffe le gâteau. C'est-à-dire qu'elles ont attiré le nain avec le gâteau, et elles l'ont réconforté, elles l'ont étayé, et puis, mais c'est elle qui bouffe le gâteau. Et ça n'est que l'image qui a l'espèce de perversité de nous renseigner sur cette façon de se comporter. Pareil pour le canard fermier. Qui connaît le canard fermier ? L'un des seuls livres conseillistes de l'histoire mondiale du livre de jeunesse. Vous avez, alors je vais à 300 à l'heure, un fermier comme on n'en voit jamais dans les livres de jeunesse. Il est torse nu avec sa casquette et il bouffe des chocolats, activité féminine dans les livres de jeunesse. Lui, il est au lit, il n'en fout pas une rame et il bouffe des chocolats. Et il exploite bien sûr une ferme, il exploite tous les animaux de la ferme et en particulier le canard qui est doublement exploité mais qui s'occupe du domestique du monsieur et de la ferme. Donc je vais à 300 à l'heure et finalement tous les animaux sont tellement, c'est un petit peu comme les animaux de la ferme, vont être tellement touchés par le sort de ce canard qu'ils vont la nuit se liguer et virer à grands coups de latte le fermier. C'est une expropriation. C'est Panencook, hein, si vous lisez les conseillistes ouvriers, c'est Panencook. Et donc il le vire. Mais il le vire vraiment, c'est-à-dire que c'est comme dans Tex Avery, à grands coups de latte, il le balance vers la Ruison, et le texte dit qu'il n'est jamais revenu. Du coup, le texte se termine sur une vision. Alors, le canard est au courant de rien. Alors, les mots m'adorent le livre à cause de Alors, le vache chez les moutons s'en revinrent, et ils vont expliquer au canard. Coin, coin, demanda le canard. Me, dit la vache. Bé, fit le mouton. Cote, cote, dirent les poules. Ainsi, toute l'histoire fut racontée au canard, dit le texte. Et en fait, dernière image, le texte qui est absolument clair, dit « Tout en meuglant, gloussant et cancanant, ils se mirent tous au travail dans leur ferme. » Je me suis toujours demandé pourquoi les éditions Bayard avaient publié ce livre-là il y a presque 30 ans. Et je crois avoir trouvé l'une des clés. C'est qu'en fait, le canard, il est devenu contremaître. Il y a une morale quand même. C'est le seul qui ne travaille pas et qui désigne ceux qui doivent... Qu'est-ce qu'il faut faire ? À la différence d'un livre, encore un petit éditeur, l'Atelier du Poisson Soluble, qui est une maison en grande difficulté actuellement, au passage, un livre qui s'appelle Zet et Zot à l'usine, dans lequel, à la fin du livre, c'est la même histoire, hein, pas expropriation, on récupère l'outil de travail et on fabrique, c'était pour les, comment ça s'appelait, les Le Jabi, les filles de chez Le Jabi. Donc c'est un hommage à Le Jabi, et donc avec un texte complètement, ce qu'on appelle un gromelot, c'est un texte complètement inventé. Et à la fin du livre, les deux sœurs, l'une est syndicaliste et l'autre est complètement vendue au patron, mais elles s'aiment bien quand même. Comme finalement la syndicaliste a gagné, celle qui est vendue au patron lui dit tu vas devenir la chef. Et la fille, la syndicaliste lui dit non, parce que si un chef, tout recommence. On dirait que c'est la France insoumise qui l'a fait. Dernière question pour la route ? Oui, est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? On finit avec une sentence que tu as donnée dans une interview et que j'ai trouvée très, très jolie, qui est une phrase de Sioran. Ah oui. Espérer, c'est démentir l'avenir. Et je trouve qu'appliquer au livre jeunesse, c'est quand même assez génial. Je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Il s'agissait de Christian Bruel à la librairie Ombre Blanche le 14 février 2023 autour de son livre publié à la Fabrique Édition, L'aventure politique du livre jeunesse,
Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.